à toutes, bonjour à toutes, je suis Alexia Demar et je vous retrouve comme tous les jours pour votre rendez-vous des Cannes techniques. Nous sommes en direct du Festival de Cannes depuis le pavillon de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Holtz, qui est mixeur son, qui travaille chez Polisson, qui travaille régulièrement chez Polisson, qui est un laboratoire numérique et de post-production. Et il va nous parler aujourd'hui de son travail sur le film Emilia Pérez, qui était présenté avant-hier soir en compétition, film de Jacques Audiard. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Cyril, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter déjà rapidement votre parcours et votre travail de mixeur son ? Alors mon parcours, je me prédestinais pas du tout au cinéma ni même au son, puisque après le bac j'ai fait des études d'économie. J'ai fait une licence d'économie, mais sans trop bien savoir ce que je pouvais faire. Et puis clairement je travaillais pas beaucoup pour mes études en particulier. J'allais beaucoup au cinéma et je faisais un peu de photos aussi, et le son m'intéressait sans trop savoir pourquoi. D'ailleurs, je vais être honnête, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et puis au moment où les choses se sont un peu précisées, où j'ai dû penser un peu à mon avenir, je me suis dit qu'il valait mieux faire quelque chose qui me passionnait, et donc très naïvement j'ai essayé de voir un peu les perspectives qui s'ouvraient à moi pour faire ce que j'aimais vraiment. Et il y avait des écoles et j'ai été chercher des formations, et il y avait la FEMIS et Louis Lumière qui me semblaient vraiment correspondre à mes souhaits, et voilà, j'ai tenté la FEMIS et je l'ai eu, et mon parcours a commencé comme ça, et j'ai fait la FEMIS. Ça a été vraiment le début de tout pour moi, puisque je connaissais personne dans le cinéma. J'ai travaillé aussi un peu avec un ingénieur du son qui était spécialisé dans les bandes sonores pour le théâtre notamment. Et après, j'ai travaillé 1 an dans un studio en tant qu'assistant technique. Mais très rapidement, comme j'avais mixé énormément de courts-métrages à la FEMIS, et de fil en aiguille, on m'a proposé mon premier long-métrage, et après, ça a été un peu boule de neige, et voilà, je suis devenu mixeur. Donc tout de suite dans le mixage. Oui, alors clairement, c'est ça que je voulais faire. Peut-être par le goût pour cette espèce d'intimité qu'il y a dans cette étape de mixage. Les petites équipes, c'est quelque chose qui me correspondait sans doute plus, et le travail de construction du mixage me fascinait vraiment. Et donc très rapidement, mais dès la FEMIS, je savais que c'était ça que je voulais faire. Et vous avez travaillé depuis sur de nombreux longs métrages. On n'aura pas le temps de tous les citer. C'est assez éclectique. On aura l'occasion d'en reparler pendant la discussion. Ce n'est pas votre première collaboration avec Jacques Audiard. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre première collaboration avec lui ? Comment ça s'est passé, et comment votre relation avec ce réalisateur a évolué ? Alors la première collaboration, c'était sur le film Sur mes lèvres. Avec lui, c'est arrivé, en fait, je pense que c'est sa monteuse Juliette Welfling qui lui avait parlé de moi, parce qu'on avait travaillé ensemble sur un film précédemment, et voilà, je suis venu là. Alors ça a été vraiment, j'étais jeune à l'époque, et pour moi c'était vraiment à plein de niveaux le début de quelque chose, parce que j'admirais beaucoup ce réalisateur, et voilà. Alors comme toujours, on y va un peu naïvement, un peu la fleur au fusil. On ne sait pas ce qui nous attend, mais c'est bien, parce que sinon j'aurais été trop anxieux, et ça s'est passé très simplement. Enfin, avec Jacques, ça se passe toujours simplement. Et dans l'évolution, évidemment, il y a un aspect de confiance qui m'a renouvelé sur plusieurs films, donc ça aide beaucoup. Et je me pose pas trop de questions sur la façon dont évoluent les rapports entre un réalisateur et son équipe, enfin ses membres d'équipe. Ce qui est important, c'est cette confiance, et d'avoir une sensibilité commune. Et voilà, il m'a fait l'honneur de renouveler sa confiance, donc voilà.
Et voilà, après, sur mes lèvres, il y a eu De battre, Mon cœur s'est arrêté, Dipan, les frères Sisters et maintenant Emilia Pérez. Et comment il vous a présenté ce nouveau projet? C'est très ambitieux ce qui a été proposé l'autre soir en projection. Comment il vous en a parlé? Comment vous avez découvert ce scénario? Jacques Audiard est un homme de peu de mots, mais c'est ça qui est bien. Je me méfie beaucoup à chaque fois. C'est très bien de faire de préparer, d'avoir, de faire des théories, mais ces étapes sont quand même éminemment empiriques. Et alors évidemment, il parle de ce qu'il souhaite. Mais il sait très bien que les films, ce sont des animaux qui évoluent, qui sont parfois pas maîtrisables, qui vont où ils veulent. Et ce qui est vraiment très agréable chez lui, c'est qu'il est très très ouvert et que ça donne à tout le monde le sentiment de participer à sa mise en scène. Et ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas où il va et qu'il ne mène pas son film, mais ça veut dire qu'il y a un espace de collaboration et osons le mot, de création qui est formidable sur ces films. Et ce qui mène à une implication de la part de tout le monde qui est hors norme. Et évidemment, moi, j'ai le même sentiment. Et bon, après, il a des souhaits parfois contradictoires. Il plaisantait en disant que sur Emilia Pérez, il ne voulait pas une équipe qui ressemble à une armée mexicaine. Or, ça a été bien le cas quand on voit la longueur du générique. Donc, évidemment, ce qui compte aussi, c'est le collectif sur des projets aussi ambitieux. Et donc, j'en profite pour vraiment témoigner ma reconnaissance à tous les membres de l'équipe son, notamment. Mais voilà. Et il propose aussi des œuvres qui sont très différentes les unes par rapport aux autres. Ici, il y a une dimension sonore qui est particulière, puisqu'il y a énormément de moments qui sont chantés, chorégraphiés. Comment, vous, en amont, au moment de la préparation, quelles ont été les questions que vous vous êtes posées? Quels ont été les défis auxquels rapidement vous saviez que vous alliez devoir dépasser? Bon, alors, il y a clairement des enjeux très concrets comme les voix des comédiennes, notamment lors des chansons. Et ce qu'on voulait vraiment, c'est qu'on ne se pose jamais de questions quand on passe, d'aller un peu à l'encontre de la grammaire des comédies musicales, c'est-à-dire on est dans le dialogue, puis tout d'un coup on passe en mode chanson, et comme si on passait dans un autre monde. Alors parfois ça peut être intéressant, mais on ne voulait pas que ce soit systématique. Donc il y a eu beaucoup de travail sur le fait que cette progression du dialogue à la chanson soit le plus fluide possible, et que ce soit que tout le film, tout le son du film forme un tissu un peu organique comme ça, où parfois effectivement la chanson surgit, mais parfois elle se fond à l'univers sonore et qu'on s'en rend à peine compte. Et évidemment, ça passe par une fluidité totale entre la voix parlée et la voix chantée des comédiennes, mais aussi sur les ambiances sonores, et que musique et son parfois s'entremêlent sans qu'on sache et sans qu'on se pose la question. C'était surtout ça, que ce soit naturel. Oui, parce que parfois, il y a des morceaux qui commencent à être chantés et puis ça s'arrête assez rapidement. Et puis, à d'autres moments, on va vraiment partir sur des temps musicaux beaucoup plus longs. Est-ce que vous, c'était la première fois que vous travailliez sur une comédie musicale ou sur un film chanté et qu'est-ce que c'est la différence pour vous en tant que mixeur que vous avez par rapport à un film où il n'y a aucun moment avec des chansons? Chaque cas est différent. J'avais déjà travaillé sur des comédies musicales, notamment Tralala des frères Larieux. J'avais fait Gainsbourg, Vie héroïque, qui n'est pas à proprement dit une comédie musicale, mais quand même il y avait pas mal de moments chantés. En fait, vraiment, chaque cas est particulier. Là, c'était vraiment ça l'objectif, c'est d'essayer de s'affranchir un peu des caractéristiques de la comédie musicale telle qu'on l'entend,
c'était pas non plus comme Demi, ça chante pas tout le temps. Il y a aussi beaucoup de moments slamés, c'est-à-dire où là, pour le coup, paroles et chant, c'est quasi la même chose, c'est très intégré. Donc voilà, après, en plus, même à l'intérieur du film, chaque chanson était un cas particulier. Et on a vraiment travaillé chaque chanson comme un nouvel univers, un nouveau pan à explorer. Et d'ailleurs, chaque chanson a fait l'objet d'un travail très différent. Après, il y avait une esthétique, on va dire, assez homogène, mais quand même, chaque chanson était vraiment un monde en soi. Donc, si on revenait dans le détail, évidemment, je pourrais vous parler de chaque chanson, mais voilà, quand même, le mot d'ordre, c'était à la fois cette espèce de fluidité, que ce soit organique, qu'on ne se pose pas, qu'il n'y ait pas ce clivage systématique entre dialogue et chant, entre musique et son, mais aussi que tout soit en mouvement. Alors ça, Jacques insistait énormément là-dessus, qu'on ne soit pas dans quelque chose de statique. D'ailleurs, les chorégraphies imposaient ça, mais s'il y avait chorégraphie, il fallait aussi que la voix soit en mouvement. Et on a beaucoup travaillé là-dessus, parce qu'évidemment, toutes les chansons ne pouvaient pas être enregistrées pendant le tournage, c'est-à-dire sur le plateau. Donc il a fallu recréer ce mouvement, même sur le chant et sur des prises de son qui étaient parfois statiques. Oui, et quand on voit le film, c'est difficile de savoir est-ce qu'il y a des choses qui ont été enregistrées après en post-production ou pas. On a l'impression que vraiment c'est du direct quasiment tout le temps. On avait d'ailleurs Erwan Karzanet hier, qui est l'ingé son du film, le chef opérateur son du film qui était présent et qui nous parlait de ça. Est-ce que on peut préciser vraiment comment vous avez travaillé pour essayer de recréer ce mouvement-là, et est-ce que le travail sur le tournage a eu une influence après pour vous en tant que mixeur, pour essayer de faire en sorte que ça ait l'air si facile après, une fois qu'on voit le film? Non, mais ça, c'est tant mieux. Enfin, en fait, quand les gens ne font pas attention au son en général d'un film, c'est très bon signe. Ça veut dire que les choses, qu'on oublie ce travail, c'est fondamental. Oui, alors évidemment, on a pas mal parlé avec Erwan pour essayer de faire en sorte de garder le maximum de fluidité et que le passage entre les différentes étapes soit le plus aisé possible. Mais évidemment, on savait dès le départ que tout serait un amalgame de plein de sources différentes, entre ce qui avait été enregistré sur le tournage, ce qui avait été enregistré pour la préparation, les playbacks, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les chansons qui étaient déjà diffusées sur scène pour les acteurs, pour que les chanteurs, les chanteuses et actrices puissent chanter par-dessus. On savait qu'il y aurait à la fois que ça serait rechanté en studio musique après, sur certains passages. On savait qu'on aurait même des parties de chansons réenregistrées en studio de post-synchro. On savait qu'il y avait certaines parties qui étaient techniquement très compliquées, notamment pour Carla Sofia Gascon, l'interprète d'Emilia. Donc techniquement c'était très difficile, donc il fallait qu'on trouve un moyen pour faire chanter ces morceaux qu'elle n'arriverait pas à chanter elle-même, même en post-synchro. Donc tout ça faisait un cumul de... En fait, c'était de la dentelle, on va dire les choses. Et il n'est pas rare que dans une chanson, il y a un petit bout, même sur des syllabes de telle provenance, un petit bout d'une autre. Il y a des chansons où c'était plus simple, où c'était quasi intégralement la même source. Mais voilà, on savait que ça serait un puzzle. Et l'enjeu, c'était que ça ne s'entende pas, que ça paraisse naturel. Et comme vous dites, qu'on ne sente pas tout ce travail. Et est-ce que, j'imagine que du coup ça a été un gros travail de collaboratif avec toute l'équipe son. Comment vous avez dialogué ensemble pour faire en sorte que ce soit le plus fluide possible et que ce travail de dentelle soit le plus simple à exécuter? Bon, on a fait simplement, comme d'habitude, on se parle. C'était très intense.
itération d'aller-retour aussi, mais comme toujours, hein, c'est-à-dire qu'on prend une décision, ça va pas, on revient, on prend une autre source, c'est toujours comme ça, quoi. C'est un travail de fourmi. Et on finit par se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un geste facile, global à faire, et ça, c'est un peu utopique. Je crois que justement, pour que ça paraisse évident, c'est toujours une somme de travail d'aller-retour. Donc oui, évidemment, ça a réclamé beaucoup de travail de chacun et beaucoup de dialogue entre tous, mais ça se faisait au fil de l'eau, quoi. On ne se pose pas la question jusqu'au moment où on écoute et on se dit, bon ben voilà, ça c'est la base, c'est le matériau brut qui convient, et après on passe en mixage et on peut encore rectifier, mais globalement en mixage les choses étaient quand même déjà pas mal engagées, et les choix notamment de prise de chant, etc. étaient quand même déjà bien validés. Et comment elle s'est constituée cette équipe son ? Alors, sur ce film en particulier, Jacques m'a fait confiance pour choisir les membres de cette équipe. Donc voilà, je lui ai proposé en lui disant pourquoi. Et après, pour certains, il les a rencontrés, pour d'autres, même pas. Et on est parti dans un souci que ce soit le plus horizontal possible, c'est-à-dire que peut-être d'être moins marqué à la fois dans une hiérarchie classique, mais aussi dans la répartition du travail, mais ça devait être transparent pour lui. Donc forcément, enfin c'est toujours la même chose, je suis désolé de leur dire, mais l'important c'était qu'on ne se pose pas trop de questions, que s'il avait envie de parler par exemple au monteur son, il s'adressait directement à lui. Quand il avait envie de quelque chose, d'avoir un interlocuteur plus global, on parlait ensemble, enfin voilà. Mais globalement la volonté c'est que ce soit le plus fluide possible. Ça a plutôt bien marché, avec parfois des petits frottements ici et là, mais globalement on voulait aussi renouveler un peu les méthodes de travail sans trop se dire il faut que ce soit comme ci, comme ça, qu'un tel fasse ci, qu'un tel fasse ça. Que ce soit pas rigide un voilà, peu à la exactement. manière dont le travail se fait. Hier, on avait Paul Guillaume aussi en Cannes Prime Time qui nous expliquait que même à l'image, il y avait des moments, il y avait beaucoup de préparation, mais en même temps, il fallait laisser des moments à la création, même au niveau du tournage. Donc, c'est un peu aussi ce qui s'est passé pour vous au son. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, évidemment, hein, chacun avec son rôle, c'est-à-dire que Nils, le comixeur, et moi, on a vraiment mixé le film, quoi. Personne d'autre l'a fait pour nous, mais voilà, quand même, il y avait j'avais envie d'une certaine liberté là-dedans. Par exemple, moi, j'ai eu le plaisir d'enregistrer beaucoup de chansons, je me suis pas contenté d'enregistrer une partie des post-synchronisations de dialogue. Et la collaboration notamment avec les musiciens, Camille, Clément Ducol, Maxence Dussert, etc. C'était formidable parce que là aussi, le but, enfin l'idéal de ce projet, c'était d'essayer de travailler tous ensemble. Et que de ne pas se refiler le bébé et de se dire bon bah ça sera un tel qui le fera. Et cette collaboration, elle était en plus enthousiasmante. Et il y a eu des discussions avec les gens qui étaient sur le plateau ? Par rapport, vous voulez dire Par rapport à la prise de son, est-ce qu'il y a des choses Bien sûr, alors on a beaucoup parlé avec Arwan des choix de prise de son qu'il faisait, notamment des micros qu'il allait utiliser, de la manière dont il allait le faire, comment faire pour que si par hasard on était beaucoup plus contraint en post-prod sur la façon dont on enregistre les choses, notamment parce qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas totalement maîtriser étant donné qu'elles étaient enregistrées à l'étranger, au Mexique notamment, aux États-Unis, que ce soit le plus flexible possible, le moins rigide possible. Donc oui, alors parfois il fallait trouver des compromis, parfois on pouvait être suffisamment exigeant pour faire exactement comme on voulait,
Mais voilà, le maître mot quand même si c'était compliqué et extrêmement dense comme travail, c'était ça, c'était de garder un petit peu cette géométrie variable pour tout le monde, à la fois dans les méthodes et dans les choix, mais aussi au niveau de l'implication de chacun. Et vous avez utilisé une technologie particulière pour ce film. Vous avez utilisé de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Pourquoi vous l'avez fait ? Pourquoi vous avez fait ce choix ? À quel moment ce choix s'est imposé au projet ? Et comment ça s'est passé ? Alors oui, alors on a utilisé pour être plus précis une technologie de clonage de voix en machine learning. Ce choix-là a été fait très très tôt, très en amont du tournage. À l'origine, je l'ai proposé, mais comme un plan B. C'est-à-dire qu'évidemment, on espérait tous que tout pourrait être chanté par les comédiennes. Alors, dans le cas de Zoé Saldana, d'Adriana Paz, de Selena Gomez, ça posait pas trop de difficultés. Mais dans le cas de Carla Sofia, c'était plus compliqué parce qu'il y avait vraiment des parties de chant qui étaient extrêmement difficiles, notamment parce que elle avait déjà fait sa transition et qu'il y avait des registres qui ne lui étaient plus accessibles. Et il y a une transition de genre d'un personnage à l'intérieur du film. Et c'était très compliqué pour elle d'arriver, même si on a parfois, Clément et Camille ont adapté les gammes et la tessiture pour que ce soit faisable. Voilà, ça posait quand même pas mal de problèmes. Et très tôt, Jacques a parlé de ce qu'il appelait une voix chimérique, c'est-à-dire une voix pour elle qui serait en dehors des capacités vocales qu'on pourrait attendre d'un personnage qui soit au début masculin ou une fois que la transition a été faite, féminin. Donc, c'est posé un problème très tôt dans le film de savoir comment on allait faire. Alors évidemment, on espérait qu'elle pourrait le faire entièrement, mais on était obligé quand même de trouver une solution si jamais c'était pas faisable. Alors il y avait la solution de la doublure. Mais on s'y refusait un petit peu, justement pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire de garder le même timbre tout le temps pour la comédienne. On ne voulait pas que ça se sente. Et j'avais proposé en plan B cette solution qui, mine de rien, à l'époque, n'était pas nouvelle, mais au tout début, entre le moment, c'est-à-dire il y a environ 2 ans quand j'ai évoqué cette solution, et maintenant, il y a des progrès, mais extraordinaires qui ont été faits là-dedans, des débats aussi normaux sur l'éthique, etc. Donc, finalement, le plan B est devenu le plan A. Et on a commencé à entreprendre des démarches pour savoir comment on pouvait faire. Et j'ai contacté une société qui s'appelle Ross Pitcher, qui est une société américaine mais basée en Ukraine, et qui avait fait déjà des choses, mais plus pour du dialogue que pour de la chanson. Et là, le fait que ce soit de la chanson représentait un challenge très important. Et on a travaillé avec eux. Vous avez contacté déjà 2 ans avant les débuts du projet, donc au tout début. Au tout début du projet. Et Camille s'est vraiment investie là-dedans à corps perdu autant que moi, et on a vraiment à partir du moment où c'est devenu le plan A, on a travaillé avec eux, mais toute l'équipe a travaillé avec eux, Ross Pitcher, et ça a été une collaboration incroyable. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça, au lieu dans ce cas-là, en tout cas, ça n'a pas supprimé, enfin, ça n'a pas entraîné le moindre, on va dire, ça n'a pas pris la place de quelqu'un. C'est-à-dire tout le monde a travaillé encore plus que ce qu'on aurait imaginé, parce qu'évidemment, pour faire du clonage de voix, il faut qu'à la fois le timbre de la voix, ce qu'on appelle la voix source, c'est-à-dire la voix de Camille, parce que c'est elle qui chantait. C'était elle, on va dire, le modèle pour les intonations
et la dynamique de la voix. C'est-à-dire, c'est les qualités techniques de la voix de Camille qui ont été reproduites sur le timbre de la voix cible, c'est-à-dire la voix de Carla Sofia. Donc à la fois Carla Sofia et Camille ont enregistré des heures et des heures de chansons, même en dehors même de tout synchronisme à l'image. Alors c'était évidemment des chansons du film, mais pour, on va dire, nourrir l'algorithme, il fallait que les deux puissent chanter un maximum de choses. Et après, ça a été un travail de fourmi entre Ross Pitcher, nous. Ils ont fait je ne saurais pas dire des dizaines d'heures d'essais différents. Et à la fin, c'est pareil. On a synthétisé tout ça. Et dans une chanson, il n'est pas rare qu'il y ait une petite phrase émanant de ce procédé, une autre de direct, une autre de post-synchro, une autre de voix enregistrée en studio. Et à un moment, on se disait, non, mais ça va être horrible, ça va jamais le faire. Et au final, voilà, après tout ce travail, on est arrivé à ça. Parce qu'il y a des passages dans le film, alors on va pas tout révéler, mais où on sent de manière très légère des transformations de la voix du personnage, mais c'est assez subtil. Ça, c'était vraiment voulu pour que justement il y ait ce trouble parfois qui soit perceptible à l'oreille. C'était surtout au début, vous parlez surtout d'une chanson qui est juste avant la transition du personnage. Et c'est l'une de celles qui a réclamé le plus de travail. Parce qu'il fallait que dans une chanson, on arrive à montrer que le personnage, qui n'a pas encore effectué sa transition, mais s'est préparé à ça. Et à quel point il veut devenir une femme. Et même dans la chanson, du coup, il y a une évolution entre sa voix d'homme et qui commence à partir vers ce désir d'être une femme. Et donc la chanson et le chant en lui-même reproduisent ce parcours naissant. Et il y a uniquement les moments chantés où vous avez utilisé cette technologie ? Ouais, uniquement les chantés. Et comment s'est fait le dialogue entre les ambitions artistiques et la technique ? Est-ce que il a fallu se mettre d'accord sur un vocabulaire commun, sur une ambition commune ? Est-ce qu'il y avait des références aussi qui ont été données Non, il n'y avait pas de référence parce que, à ma connaissance, c'est un peu la première fois, en tout cas en France, que ça a été fait, en tout cas que cet outil a été utilisé de cette manière. Il n'y avait pas de référence. Ce qu'on faisait, c'était très simple. On faisait des écoutes. Nous, déjà, on recevait, toute l'équipe de post-prod son recevait les essais fournis par Ross Pitcher. On écoutait, on faisait une sélection parce qu'il y avait plein d'essais différents. Donc, on sélectionnait déjà ce qui nous semblait le mieux. Et après, il y avait des écoutes régulièrement avec Jacques, Audiard, Camille, Clément, enfin toute l'équipe musique, pour au fur et à mesure sélectionner ce qui fonctionnait, à la fois par rapport aux intentions de mise en scène, mais aussi par rapport aux performances vocales, tout simplement. Et voilà, donc il y a le superviseur musical, Pierre-Marie Dru, a vraiment facilité les échanges entre l'équipe musique et nous. Et heureusement qu'il y a eu cette fluidité parce que justement, ça a impliqué beaucoup d'allers-retours entre eux et nous, et beaucoup d'écoute et beaucoup effectivement, un langage commun, c'était pas évident parce que le principe du clonage vocal et comment la machine elle-même fonctionne, c'était difficile à comprendre, même au bout de plusieurs mois. Et même la société elle-même, de temps en temps, ne savait pas ce que ça allait donner. Donc elle entraînait plusieurs modèles de clonage vocal et elle nous proposait des solutions. Et souvent, ce qui est compliqué, c'est que souvent, tout est complexe en fait. C'est qu'il n'y a pas une chose qui marche pour tout. Pour certaines choses, il y avait un modèle qui fonctionnait, pour d'autres, c'était un autre modèle. Donc, il fallait jongler perpétuellement entre toutes les solutions qu'ils nous proposaient. Et est-ce que il y a eu cette technologie-là, ça a été au point à un moment, ou est-ce que ça a vraiment été tout le temps, ça s'est tout le temps modifié jusqu'à la livraison du projet ?
jusqu'à la dernière minute du mixage, on a, on a, on a modifié des choses. Est-ce qu'on peut donner la date de la fin de mixage? Ouais, bah on a fini en gros tout début mai, quoi. Donc non, ça a été un peu épique, mais ils ont été chez Ruspitcher, ils ont été absolument formidables parce que, et là encore, au moment où on a quasiment fini le montage son, le montage des musiques, etc., il y avait des solutions même en open source en ligne où on peut carrément entraîner son modèle de clonage vocal soi-même. Il suffit de rentrer la voix source, la voix cible et ça mouline, et puis on a une voix. Et donc, on aurait pu se demander, mais alors à quoi ça sert tout ça, d'avoir travaillé avec une société? Mais en fait, ça sert, et on se rend compte que ce qui est important finalement, c'est le dialogue dans tout ça. C'est d'avoir eu des gens en face qui faisaient tout pour que ce soit le mieux possible et à qui on pouvait faire des retours. Et comme quoi, même dans l'intelligence artificielle, le plus important, c'est l'humain, c'est sûr. Et c'est le travail collectif. Et ce travail commun a été formidablement enthousiasmant. Et... Ça permet d'avoir un outil presque sur mesure. Oui, exactement. Et puis eux voulaient être sûrs. Ils avaient ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire une interface qu'ils auraient pu nous proposer pour qu'on génère nous-mêmes nos propres champs, en fait, sur la base des données qu'on leur avait fournies. Mais ils ne voulaient pas, et c'est très bien, parce qu'ils voulaient être sûrs qu'ils nous proposaient à chaque fois les meilleures choses possibles. Et est-ce que vous l'avez utilisé que pour la voix d'Emilia Pérez, ou est-ce que du coup pour certaines autres prestations, ce modèle a été utilisé également? Non, que pour la voix d'Emilia Pérez. Et encore, évidemment, pas sur tout. Hein. C'est vraiment... c'est ça qui est fou. C'est-à-dire pour certaines chansons, c'est intégralement sa voix à elle, qu'elle a refaite en post-synchro, etc. En fait, c'est comme toujours, c'est une combinaison d'outils. Il n'y a jamais un outil qui est unique ou une méthode. Il n'y a pas de recette de cuisine, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on ne peut pas partir en se disant on va utiliser telle chose et puis on va tartiner avec le même truc. C'est jamais comme ça. Et là, donc ça a été un gros travail pour quelques petits morceaux du film. L'objectif, c'était vraiment de servir le propos artistique et que la technique ne prenne pas le pas sur l'artistique. Bien sûr, alors c'était lourd, évidemment, puisque ça multipliait les difficultés et puis le temps passé aussi, parce qu'entre le moment où on fournissait les éléments à Ruspitcher et le moment où il nous envoyait les choses processées, en fait, il y avait du temps. Donc oui, ça faisait beaucoup d'allers-retours, mais on se débrouillait pour que ce soit le plus fluide possible pour Jacques Audiard et toute l'équipe. Donc ça, c'était un peu notre sauce à nous. Mais oui, comme toujours, le but, c'est que tout ça ne soit pas ni audible, ni visible, que ce soit pas pénible. C'est laborieux. Hein. Enfin, un film, c'est laborieux. Ça serait un mensonge de dire le contraire. Mais c'est très bien. C'est ça, moi, je crois pas du tout. Oui, quelqu'un peut avoir du talent, etc. Mais tout est du travail. Vous avez travaillé sur des films très éclectiques, on le disait au début de cette interview. Est-ce que quand vous travaillez sur... comment vous abordez des projets très différents même avec Audiard, quand il y a des choses qui sont beaucoup plus naturalistes, est-ce que vous allez toujours essayer de trouver, en termes de technique, des choses innovantes, ou parfois c'est beaucoup plus classique? Encore une fois, je pars dans un projet, enfin tout est très empirique, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est de se laisser faire aussi par les projets, c'est-à-dire je me pose pas trop de questions sur... je me contente de ressentir les choses. Je pense qu'un réalisateur, il s'en fout de savoir ce qu'on utilise comme outil, etc. Ce qui compte, c'est que
on parvienne à un langage commun et qu'on soit sensible aux mêmes choses et surtout il attend, en tout cas de la part de Jacques, il attend qu'on lui propose des choses. Même, c'est ça qui est génial, même des choses complètement farfelues parfois, ça lui va très bien. Il sera jamais offusqué parce qu'on lui propose un truc qui n'est pas du tout ce qu'il pensait au départ, au contraire. Donc on se sent libre et puis après, ouais, c'est ça, il faut être sensible aux choses et on choisit les outils qui conviennent. Il y a des bases communes à peu près à tous les films. Et après, non, ça change. On se dit, non, là, je peux évidemment pas mixer de la même manière que tel film parce que si le but, c'est d'être réaliste, c'est pas le bon mot, mais le plus vraisemblable possible, on essaye de se tenir à cet engagement-là. Et parfois, ça peut être beaucoup plus fantasque ou beaucoup plus libre, onirique, je ne sais quoi, mais voilà, il n'y a pas de... comment dire en tout cas, je pars toujours sur un film avec beaucoup d'humilité et sans jamais préjuger de ce que je vais rencontrer. Encore une fois, un film, il évolue de lui-même. Vraiment, parfois, c'est un objet sauvage qui échappe à toute volonté, à tout. Donc l'important c'est de parfois c'est bien d'être contre le fric, mais parce que ça permet une certaine maîtrise, mais parfois d'essayer aussi un peu de liberté aussi. Ouais. Et vous l'avez dit à plusieurs reprises, ça a été un travail long puisque vous avez commencé il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre manière d'approcher le film et de construire votre réflexion autour de ce projet? Est-ce que d'habitude, je suppose que c'est pas aussi long, là ça a duré 2 ans de travail de réflexion? Ouais, alors c'était évidemment pour moi un travail très particulier parce que justement je me suis impliqué très en amont. De manière quand même sporadique. J'étais pas 2 ans tout le temps sur le film puisque je continuais à travailler sur d'autres films. Mais oui, et c'était toujours, je l'avais toujours présent en tête. Comment dire, mais je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui ont travaillé sur le film. J'ai l'impression, en tout cas, celles qui étaient proches de moi, on était un peu obsédés par ce film. On était tous amoureux de ce film. Ce qui fait qu'à la fin on a très peur parce qu'on se dit mais est-ce que cet amour n'oblitère pas tout le reste et qu'on n'ait plus aucune objectivité. Ce que ça a changé pour moi, c'est, je sais pas, en tout cas ça ouais, ce degré d'implication a forcément peut-être modifier mes envies de travailler sur les films, la façon dont je m'implique sur les films. Je ne saurais pas vous dire exactement quoi, mais en fait, ce film a été très important pour moi. C'est ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est réussi quand on voit le résultat. On va passer, merci Cyril, aux questions du public ou s'il y a des questions en ligne. Il y a un micro qui va circuler. Oui, on a une question. Bonjour. Alors j'avais une question plus par rapport au défi que vous avez eu. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez utilisé différentes prises, par exemple que ce soit des directs ou de la post-synchro et même à l'IA. Quelle était votre façon d'unifier un peu toutes ces prises? Et est-ce qu'il y avait des défis aussi par rapport à l'IA? Si il y avait des problèmes dans la voix quand ils vous les envoyaient, est-ce qu'elle était directement nette ou est-ce que vous avez dû faire des traitements ou des choses spéciales pour qu'elle soit unifiée avec le reste? Alors, oui, évidemment, on a dû faire plein de choses pour que ça paraisse fluide. Notamment, et c'est drôle parce que grâce à Jacques, il y a quelques années, en fait, j'avais enregistré les doublages du film Les Frères Sisters, parce que le film était en anglais et j'ai aussi mixé la version française et j'avais enregistré avec lui les doublages pour cette version française. Et déjà à l'époque, il voulait que tout soit en mouvement de la même façon que les directs l'étaient. Et on avait des outils assez classiques mais qui n'étaient pas vraiment faits pour ça à l'époque. Et j'ai eu l'idée, ça faisait longtemps que je voulais, avec l'aide de quelques collègues et camarades, développer des outils un peu novateurs. Et j'avais eu une idée de développer un outil qui permettrait de simuler des mouvements, par exemple, de perche
ou des mouvements de personnages par rapport au micro pour les reproduire sur des enregistrements assez statiques. Et donc, quelque temps avant Emilia Pérez, on a réussi on a monté une petite unité de recherche et de développement logiciel à Polisson, et on a créé un outil qui s'appelle Boomit et qui permet de faire ça. Et donc, comme on savait que ce qu'on devait envoyer à Rospitcher, il fallait qu'il y ait le moins de mouvements possible, parce que sinon, ça aurait reproduit des mouvements qui n'étaient pas forcément synchrones à ce qu'on voyait à l'image. On a pris le parti de faire des enregistrements assez statiques, de leur envoyer Et donc, pour reproduire ces mouvements, on s'est servi de cet outil, notamment. Et par ailleurs, ce qu'on a découvert, c'est comme ce qu'ils faisaient, c'était quand même... ça sort d'une machine, ça sort d'un ordinateur. Donc, à la base, le matériau, il est quand même fragile. C'est-à-dire que si on surprocesse après ce qu'ils nous envoyaient, très vite, ça s'entend. Donc, on était très exigeants sur les artefacts de ce qu'ils nous envoyaient. Et c'est pour ça qu'ils ont retravaillé autant aussi. C'est qu'on leur disait, non, là, on entend que la respire, elle n'est pas normale. Non, là, on entend que sur des voix chantées. Donc, il y a eu énormément d'allers-retours pour essayer de faire en sorte que nous, de notre côté, on ait le moins de choses à faire qui dévoilent l'artifice, en fait. Donc, mais encore une fois, ça a été vraiment un travail de fourmi, et évidemment, on a utilisé plein d'autres outils pour faire en sorte que les raccords s'entendent le moins possible. Voilà. Est-ce que je peux me permettre une autre question? Allez-y. C'est juste par rapport, du coup, qui choisit si vous allez prendre une prise directe ou si vous allez prendre une post-synchro? Est-ce que c'est le monteur son ou est-ce que c'est plus le mixeur dans la chaîne, un peu de production? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, comme on avait fait le choix de se répartir les tâches de manière un peu, on va dire, horizontale, je dirais un peu tout le monde. En tout cas, ce qu'on faisait, c'est qu'on commençait par faire un choix, nous, c'est-à-dire les monteuses paroles, chansons, même le monteur son, le superviseur musical parfois, moi, on faisait des écoutes entre nous. Et entre tout le matériau qu'on avait, on faisait des espèces de compilations. Et après, on les faisait écouter aux compositeurs et à Camille, et évidemment à Jacques et Juliette, la monteuse, qui a un rôle prépondérant dans toute la post-production. Et voilà, petit à petit, du coup, on choisissait ce qui paraissait le meilleur. Mais oui, évidemment, nous, on faisait déjà un tri conséquent et en fonction de ce qu'on pensait le mieux. Et après, c'était validé ou pas. Il y a aussi plusieurs questions en ligne. Donc, une question sur le temps de post-production, vous y avez déjà répondu. En partie, est-ce que ça a été plus long que d'habitude? Donc, il y a eu ce travail avec l'intelligence artificielle, mais vraiment le travail de mixage, est-ce que ça a été plus long? Ou est-ce que c'est difficile de y répondre parce que ça a été justement un travail qui s'est étalé sur plusieurs... En fait, non. Enfin, le film a été mixé en Dolby Atmos et il y a encore quelques années, il était d'usage de dire que ça prenait un petit peu de temps. Et en fait, la pratique montre que pas vraiment. Alors, en fait, le mixage a duré 5 semaines et on était 2 mixeurs, Nils Barletta et moi. Et on se connaît très bien. On est très amis et on travaille beaucoup ensemble. Et donc, on n'a pas besoin de se parler beaucoup. On se regarde et enfin, vraiment, il y a une complicité énorme qui fait que, en fait, finalement, on n'a pas mis plus de temps qu'un film, de cette dimension, en tout cas. Je ne veux pas dire le mot normal, mais voilà, on a eu une durée commune, quoi. Autre question, est-ce que vous utilisez ce procédé d'IA aussi pour l'ADR en dehors des chansons? Non. Non, en tout cas pas pour l'instant. Vraiment, là, il y avait un défi, donc on a essayé de le tenir le mieux possible. Après, on a toujours considéré que c'était un outil parmi d'autres qui était très adapté à cette situation. Mais pour la post-synchro, on n'avait pas besoin. On avait les comédiennes.
Voilà, donc on a fait ce qui semble le plus évident intuitivement, et donc on n'a pas eu du tout besoin de ça. Il y a une autre question en ligne qui est un peu dans la continuité. Est-ce que cet outil que vous avez mis au point d'intelligence artificielle, vous allez vous en resservir pour le mixage de films et de vos prochains films et de films même sans chanson? Alors, on ne l'a pas mis au point, hein. On a travaillé avec... Vous avez travaillé avec l'entreprise? Non. Enfin, la réponse est claire, c'est-à-dire que si on n'en a pas besoin pour quelque chose de particulier, on ne s'en servira pas parce qu'il y a déjà des outils qui existent et surtout des méthodes qui sont parfaitement adaptées à nos utilisations. Ce qui était intéressant là-dedans, ce qui était indispensable, c'est qu'il n'y en avait pas. À part les choix que j'ai évoqués, c'est-à-dire éventuellement une doublure voix et on a fait ce choix-là qui était un choix, un pari un peu risqué, en tout cas au moment où on l'a fait, mais et qui était adapté à ce qu'on voulait obtenir. Mais encore une fois, on utilise certains outils qui fonctionnent sur le machine learning, notamment pour le nettoyage de prises de son compliquées qui sont vraiment super et qu'on utilise couramment. Mais je veux dire, c'est toujours la même chose. Déjà, souvent, une combinaison d'outils est souvent meilleure qu'un seul outil qui ne fait jamais tout. Et en plus, on choisit toujours les outils adaptés aux situations. Et là, c'était venu combler un vide qu'il y avait par rapport aux besoins du film. Exactement. Et qui à l'époque, encore une fois, n'était pas évident. Mais on s'est dit, c'est peut-être la meilleure manière d'arriver à ce qu'on souhaite. Pas de questions supplémentaires dans le public? Eh bien, on a peut-être une question en plus en ligne, non? C'est bon. Merci beaucoup Cyril pour votre intervention, merci pour toutes ces informations. Quant à moi, je vous retrouve demain matin pour un rendez-vous avec Pascal Souclier qui va nous parler de l'arrivée de l'HDR à la télévision et de tout ce que ça va impliquer comme conséquence. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à toutes et à tous. Merci.